massive de nos populations qui se trouvent éparpillées entre les pays frontaliers à notre pays, des déplacés internes, provoquant ainsi une crise sociale incalculable. À ce jour, la République démocratique du Congo se bat avec nos forces de défense et de sécurité pour non seulement récupérer nos territoires occupés par l'armée rwandaise, mais également établir la paix, la sécurité dans cette partie de la République. Si à l'est du pays, les pays occupés, à cela il faut ajouter les groupes armés qui naissent comme des champignons, toujours soutenus par certaines forces étrangères dans le but d'exploiter nos terres, nos minerais et abuser de notre population. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective avec le phénomène Mobondo qui a connu sa naissance à Kwamut dans la province de Maïndombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maluku. Elle s'est étendue dans le Congo ainsi que dans le Congo central. Je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle Mobondo. Ce sont des jeunes gens qui sont initiés, qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles. Ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'État. Ils s'attaquent à nos forces de sécurité et de défense. Ces gens tuent la population civile, incendient des villages entiers. Et à la base, il y a un conflit à la fois des terres, mais aussi coutumier. Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ce conflit, je vous l'ai dit, qui intoxique des populations, qui les incite à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Comme d'entrée du jeu, je vous ai dit que la partie
est de notre pays est occupé par le Rwanda. Aujourd'hui, nous constatons le renforcement des troupes rwandaises et constatons une volonté manifeste du Rwanda de poursuivre des attaques dans des étendues beaucoup plus larges que celles qu'il occupe aujourd'hui. Et donc, l'insécurité de l'Est s'étend vers l'Ouest, comme je l'ai dit, avec l'accompagnement des hommes politiques. Je pense que je pourrais revenir dans les détails si jamais vous cherchez à en savoir un peu plus. Mais c'est comme ça que la situation sécuritaire, j'ai oublié de mentionner ce qui se passe dans la province de la Chopo, qui a des ressemblances avec ce qui se passe à Kwamut, puisqu'à l'origine, les gens se disputent des terres, lesquelles terres sont vendues à certains hommes politiques, des grandes étendues de terres vendues à des privés, empêchant ainsi la population qui vit du champ d'exploiter leurs terres. Et cela à dessein pour provoquer la crise que nous sommes en train de connaître. Sur le plan politique, l'actualité est dominée par les processus électoraux tels qu'engagés par la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que vous avez suivi dans les médias que la CENI était passée me visiter avant-hier pour me déposer cet avant-projet de loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. C'est ça. Tout ça, c'est l'avant-projet que la CENI m'a déposé. Au moment où je vous parle, une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ces projets, les transmettre au Parlement. Parce que avant la fin de la session en cours, ceci témoigne la volonté des animateurs de la CENI d'organiser des élections dans les délais de la Constitution. Ici, je tiens à souligner également la volonté du gouvernement de la République à accompagner la Commission électorale nationale indépendante à respecter son calendrier en lui donnant des moyens nécessaires pour que les élections se tiennent à la date et dans de bonnes conditions. Je vais ici dire que le processus électoral est irréversible. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes pense que le processus va s'arrêter
pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré, afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que ces élections aient lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement, afin que le peuple congolais puisse se choisir ses dirigeants pour que ceux-ci appliquent les projets de société sur base desquels ils vont être élus. L'actualité reste également dominée par, sur cette liste électorale, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas aller aux élections et qui multiplient des subterfuges, des actions désespérées qui relayent l'insécurité orchestrée par l'ennemi rwandais à travers le pays, à travers des actions terroristes telles que celles qui se passent dans les Grands Katanga, où il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population, les mettre dans des sacs, les jeter dans les quartiers populaires afin de provoquer la psychose au sein de la population. Et ils ont décidé cette fois-ci d'amener la même pratique à Kinshasa à travers des organisations de manifestations non autorisées dans les buts de provoquer la violence, des tueries, qu'eux-mêmes orchestrent afin de mettre sur les dos du gouvernement de la République. Ces acteurs politiques agissent à visage découvert. Nous avons vu des gens de premier rang appeler au tribalisme, aux tueries, avant même que les manifestations ne se tiennent. Des hauts responsables de ces partis politiques de l'opposition ont tenu des réunions au cours desquelles ils ont mis en place des stratégies partant des recrutements des jeunes désœuvrés, moyennant de l'argent, les droguant, leur donnant des machettes, c'est-à-dire des armes blanches, leur indiquant des cibles, notamment les stations d'essence, les habitations de certaines personnalités faisant partie de la majorité au pouvoir. Et comme si tout cela, ce qu'ils ont fait en secret ne suffisait pas, ils ont délégué certains de leurs qui sont passés dans les médias et l'ont dit haut et fort. Vous avez des images. Face à cette situation, le gouvernement de la République
garant de l'ordre public et de la paix sociale, n'entend pas se laisser faire. Le gouvernement de la République n'entend ni se laisser intimider, ni se laisser faire du chantage que nous voyons ces derniers jours. Ce chantage consiste à dire le pouvoir Tshisekedi, c'est un pouvoir dictateur, c'est un pouvoir qui opprime sa population, qui étouffe les libertés de pensée et de manifestation, qui envoie sa police commettre des bévues, et je l'ai vu, relayé par tous les médias, même les plus respectueux, en boucle. Et ce qui est à déplorer dans cette campagne médiatique, c'est que certains professionnels des médias ont perdu le sens de l'équilibre dans la diffusion des informations. Ils nous ont montré que les bévues du reste condamnable commises par certains éléments de la police, c'est le cas de ce jeune homme de 12 ans que j'ai été visiter avec le chef de l'État, lequel jeune homme a été vu sur la scène de violence comme acteur. Vous avez des images qui a été appréhendé par la police, bon, certains éléments de la police, mais qui se sont mal comportés, compte tenu de l'âge de l'enfant, quels que soient les crimes qu'il aurait fait, cet enfant n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. L'ordre a été immédiatement donné pour que les auteurs de ces forfaits soient arrêtés et déférés devant la justice, ce qui est fait. Et les images existent. Les médias, certains médias, tendancieux au pays, comme en international, n'ont pas relevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné le comportement de ces éléments de la police. Mais on a montré que le côté négatif, non seulement que le chef de l'État a rendu visite à ce jeune homme, qu'il a eu à réconforter avec sa famille, mais il a également été visiter les éléments de la police, blessés grièvement. Ces médias-là n'en ont pas fait état, puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débitées en boucle sur leur chaîne. C'est vrai qu'il y a eu violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Sans vouloir défendre la violence d'où qu'elle vienne, je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays au monde où les éléments des forces de sécurité ont eu à se mécomporter. On a vu ça en France. Les vidéos existent où les forces de l'ordre se sont attaquées violemment à des populations passives qui étaient là, qui ne bougeaient même pas. Les images existent. Contrairement à la population qui a manifesté ces jours-là, qui étaient des jeunes recrutés, drogués, armés en machette, qui s'attaquaient à la police. On a vu des gens qui, debout devant je ne sais quoi,
Et les forces des policiers sont allés les matraquer. Aux États-Unis, on tue des citoyens américains par certains policiers. On tue, je dis bien on tue, on étrangle volontairement et on tue, on donne la mort. Jamais on a cherché à mettre tout cela sur les dos des gouvernements de ces pays. Jamais, mais alors jamais. On parle des cas isolés, on singularise les comportements de ces agents-là. Mais en République démocratique du Congo, lorsque quelques éléments de la police se méconduisent, on dit que c'est l'État congolais. On qualifie l'État congolais de l'État voyou. Et l'État qui ne respecte pas la démocratie. De l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme. L'État. Ailleurs, on singularise et on parle des agents indisciplinés. Chez nous, c'est l'État. On accable les chefs de l'État, on accable ses ministres, on accable ses collaborateurs comme si ce sont eux qui sont descendus sur le terrain pour dire à la police maintenant, attaquez-vous à des citoyens. Je tiens à dénoncer cette façon de traiter de manière impartiale les informations. Les maîtres mots, c'est que le gouvernement congolais ne cédera pas chaque fois qu'il s'agira de maintenir l'ordre public dans ce pays, parce que le maintien de l'ordre public, c'est un devoir sacré pour tout gouvernement. On ne laissera personne, mais alors personne semer la désolation et la mort dans nos populations au nom de sa liberté d'opinion ou de ses convictions politiques. On ne laissera personne le faire. Je veux que cela soit retenu de tous. Parce que c'est ce qui s'est fait partout au monde. Jamais un État n'a laissé des bandits saccager les habitations des gens, s'attaquer à des paisibles citoyens. Il y a une journaliste que le chef de l'État a visée qui a été attaquée par des manifestants au motif qu'elle serait proche du pouvoir. Mais j'ai vu dans les reportages de certaines chaînes internationales, on a présenté cette journaliste que moi, accompagnant les chefs de l'État, nous avons visité et qui nous a indiqué qu'ils l'ont attaqué et pour quel motif. C'est-à-dire les manifestants, les gens de l'opposition, qui se sont attaqués à une femme journaliste qui ne faisait que son travail. On lui a ravi sa caméra et tout son équipement au motif qu'elle est proche du pouvoir. Les journalistes internationaux, ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont vu, mais ils ont voulu mettre tout sur les dos du gouvernement. Cette façon de faire est injuste. C'est ici l'occasion d'interpeller les institutions d'appui à la démocratie, les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire les bilans. Votre rôle, c'est aussi de prévenir la violence. Et ici, je m'adresse plus spécialement au CESAC, qui doit réguler l'espace médiatique dans notre pays, où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence, et cela pendant de longues minutes.
aucune organisation des droits de l'homme n'a eu à condamner ces discours qui se répandent de plus en plus, dirigés par un groupe ethnique de notre pays, les Balouba. Aucun, à ce jour, n'a dénoncé ces comportements, entretenus par des ténors de l'opposition, stigmatisant une tribu, soulevant les 450 contre une seule tribu, et nous avons vu ça par des organisateurs de la marche. Et lorsque la justice du pays fait intervenir, on crie à l'acharnement, à la brimade, à l'étouffement des libertés d'expression. Et je ne me rappelle pas que dans l'histoire des nations, et surtout dans les nations dites démocratiques, jamais on a laissé les citoyens tenir de tels propos séparatistes. J'en appelle également à la Commission nationale des droits de l'homme, qui doit aussi jouer des rôles de prévention à travers l'éducation des masses. Dans cette masse, il y a aussi des politiciens que nous sommes. Nous devons apprendre à respecter l'autorité établie. La liberté de marcher est garantie par la Constitution. Je m'opposerai toujours à toute tentative d'empêcher des gens, des citoyens congolais, à manifester leurs opinions. Mais ces manifestations doivent répondre aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'elles doivent être encadrées par les pouvoirs publics. Et lorsque le pouvoir public dit « vous allez marcher sur tel itinéraire », les opposants disent « nous allons aller sur un autre itinéraire ». Ils recrutent les gens, les jeunes drogués, ils les envoient s'attaquer aux éléments de la police commis à la sécurisation des manifestations. Le gouvernement de la République qui n'entend pas se laisser faire utilisera tous les moyens légaux pour que les lois et règlements de la République soient respectés. Ça, vous pouvez compter sur moi. Nous appliquerons tous les moyens légaux à notre disposition pour que l'ordre public soit préservé, que la sécurité soit assurée à tous les Congolais de manière égalitaire, sans discrimination aucune. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques points que j'ai voulu partager avec vous et me soumets à votre disposition pour quelques réponses, pour quelques questions, pour me permettre de rejoindre l'équipe gouvernementale qui travaille sur les projets de loi sur la répartition des sièges. Je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci. Merci pour l'histoire intercoutumière pour cet exposé bien riche pour les chevaliers de la privée du micro que nous sommes. À présent, Excellence, avec votre autorisation, nous voulons passer à l'étape des questions et réponses.
Nous allons procéder par la série des 3 questions. D'abord, après les réponses du vice-premier ministre de l'Intérieur, nous prendrons une autre série de 3 questions. Nous commençons avec le Bouzou. Vous déclinez votre identité et votre... Merci. Moi, c'est Jules du Matiana. Moi, c'est Jules du Matiana qui est pour les intimes. Le service Premier ministre en charge de l'intérieur et des sécurités. Moi, j'anime des émissions en lingala. J'aimerais poser les 3 petites questions en lingala, si vous me l'autorisez. Une question. J'en ai 3, monsieur, c'est l'actualité. Voilà, Yann Bosso. Monsieur Peter Kaza, d'excellence. Lelo autour de Kambuya, actualité. Actualité pour la Mikolo est dominée à l'activité de son monde dans la ville province à Kinshasa. Première question. Est-ce que c'est nécessaire que le gouverneur a fait à Kinshasa à prendre des actes dans 3 activités dans le jour? Moi, j'ai eu peur d'envoyer mes enfants à l'école. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est de 1. De 2. Moïse Katumbi, à le Congo central, gouverneur Mbado Aboyi. Bakaniye na Kasangu. Lobby sitting, il y a opposition devant siège à Seni. Vice-gouverneur chez Kokwa Koumi Mukanda, totalement le dans la TV, que Aboyi n'a pas une activité. Question. Est-ce la démocratie est en danger ou Peter Kazadi veut museler l'opposition? Pour ce qui ça, autour de Makamounion, ce tel mon continent, au état d'insécurité. Mais il y a aussi l'insécurité à Kinshasa. C'est le phénomène Koulouna. Mais Naza, vraiment dessus, n'a mon pondi, excellence à l'objet en beauté. Alors, quelle stratégie pour la VPM Peter Kazadi, la général Kassongo, pour mettre fin à phénomène Koulouna? Ça devient scandaleux. Au vu et aussi de tout le monde, na balabala bobima bozo qui s'envoie na porte lupango, Koulouna les osalana au quotidien na kata lupango. Quelle stratégie pour mettre fin à phénomène Koulouna na Kinshasa? Merci. Donc, je vous exhorte à être respectueux des règles de jeu. Ce que je viens de faire, poser uniquement une question. Je prends Stanley et Barry. D'abord Stanley. Alors, monsieur le ministre, c'est Stanley Boujaker ici pour Jeune Afrique. Juste une petite question, effectivement, à savoir pourquoi Katumbi a été bloqué hier, il n'a pas pu accéder donc, au Congo central. Est-ce que vous étiez au courant de cette décision du gouverneur et pourquoi le gouverneur a été convoqué à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des sanctions après? Merci beaucoup. C'est Barry Bouema, Radio Top Congo FM. Une seule question. Monsieur le ministre, vous avez dit que l'insécurité s'étend de l'Est vers l'Ouest avec l'accompagnement des hommes politiques. Vous êtes vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mais vous êtes surtout au cadre de l'UDPS. Au sein de votre parti, vous avez une structure qu'on appelle Force du Progrès, à la base de beaucoup d'exactions ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin aux activités de cette Force du Progrès dans les pays? Merci. Nous accordons la parole au vice-premier ministre de l'Intérieur pour cette première série. Après, nous prendrons les 3 autres questions. Excellence. Merci beaucoup. Le Gilles, merci pour votre question. Vos questions. Vous m'avez posé la question de savoir est-il nécessaire de prendre acte des 3 manifestations. Et ça, vous me posez sur les comptes du gouverneur. Je n'ai pas été associé
à la prise de décision du gouverneur qui gère la province conformément aux lois du pays et surtout la loi portant l'autonomie, je pense, de la gestion des provinces. Et je crois que c'est aussi par rapport avec les indications du Conseil de sécurité qui préside. Je vais parler du Conseil de sécurité provincial. À entendre votre question, vous fustigez le fait qu'il est autorisé pour manifestation à la fois, ce qui est votre droit le plus légitime. Mais dans tout ça, ce que moi je constate est que le gouverneur avait donné les itinéraires à chacun des groupes. Comme cela se fait toujours. Depuis que nous-mêmes nous étions dans l'opposition, il y avait toujours des réunions de concertation avec l'autorité provinciale où nous convenions sur l'itinéraire à prendre, les attitudes à adopter et la conduite à observer. Et ça, j'aimerais que vous, journalistes, vous puissiez souligner pourquoi vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont. Oui, le gouverneur a autorisé 3 manifestations. Il a autorisé une manifestation qui devait commencer dans la commune de Ngaliema pour chuter sur Victoire. C'est la manifestation de l'opposition. Donc le gouverneur n'a pas interdit à l'opposition de marcher. Mais il leur a dit, vous prenez tel secteur. Il a donné à la Ligue des jeunes de l'IDPS un itinéraire qui devait partir de rond-point Ngaba, je pense jusqu'au niveau Saint-Raphaël. C'était pour que les deux ne se rencontrent pas. Et c'est ça aussi le rôle de l'autorité. Il a accordé l'autorisation, là il s'agissait d'un rassemblement, ce n'était pas une marche, à Massina, loin de Ngaliema, où l'opposition devait faire sa marche. Pourquoi est-ce que vous, journalistes, vous ne voulez pas stigmatiser cette répartition accordée aux uns et aux autres par l'autorité provinciale? Pourquoi vous voulez accréditer les comportements inciviques des opposants qui ont refusé d'obtempérer à ce qu'ils ont convenu avec les gouverneurs pour aller dans une zone où ils n'ont pas été autorisés? Pourquoi vous faites ça? Vous le faites dans quel intérêt? Est-ce que si chacun avait observé sa ligne, on aurait connu ces affrontements? Moi je pense non. Moi je dis plutôt que le gouverneur était intelligent, démocrate, puisque s'il avait refusé aux uns et accordé aux autres, on allait dire que voilà, il a privilégié tel au détriment de tel. Il a dit, ok, vous voulez marcher. Rappelez-vous, avant cette marche, il y a eu une marche qui était projetée, je pense, le 13. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait état de ce qu'il y avait 3 marches programmées le même jour sur les mêmes itinéraires. Il a voulu les partager en proposant à l'opposition de manifester les 18 pour laisser la date du 20 aux autres organisations politiques. Ça, vous ne voulez pas le dire. Et c'est l'opposition elle-même, sans concertation avec le gouverneur, qui va annoncer que sa marche sera aussi le 20. Il faut dire ça à l'opinion. Il faut dire ça à l'opinion. J'ai dit que je n'ai
pas été associé à la stratégie de l'hôtel de ville, mais je la trouve plutôt intelligente. On a empêché Moïse Katumbi d'aller au Congo central. Peter Kazadi veut museler la démocratie. Voilà les langages. Quand ça se passe en France, on ne cite aucune autorité. Quand ça se passe aux États-Unis, où on étrangle des citoyens par des policiers, on ne cite aucun responsable. Mais quand ça se passe au Congo, dans le Congo central, on cherche Peter Kazadi à Kinshasa. C'est ça les Congos et les Congolais. Il faut toujours trouver des gens à accuser, des autorités et des autorités à pourfendre. Monsieur Gilles Boulembi, je tiens à vous parler ma main sur le cœur, que je suis un produit d'une longue lutte démocratique. J'ai subi des brimades, des privations, pour que mon parti IDPS arrive au pouvoir. Les fonds de notre combat étaient fondés sur l'établissement d'un état de droit, d'une véritable démocratie, fondée sur la liberté d'opinion et d'expression. Et je suis ancré dans cette idéologie fortement de manière que personne ne saura me départir, puisque j'y suis resté depuis ma tendre jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne marcherai jamais contre la démocratie. Il y a des gens qui fomentent des accusations. Il a fait ceci, il a fait arrêter des gens, il a tué des gens, il a confisqué les maisons des gens. Et toute ma vie, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais détourné l'argent de l'État. Je suis avocat de profession. Ce que je sais mieux faire, c'est de défendre les droits, de défendre la démocratie. Et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Alors vous pouvez bon monter des stratagèmes pour m'avoir, vous ne m'aurez jamais. Là où vous m'attendez, là, vous ne me trouverez pas. Vous monterez des montagnes de mensonges. Ces montagnes vont se fondre demain. Je vais vous dire que je ne suis pas venu à la tête de ce ministère pour miser ni l'opposition ni la démocratie. Mais je peux vous dire avec conviction que je suis là pour restaurer l'autorité de l'État, longtemps bafouée, rétablir l'ordre et la discipline dans la société. Ça, je le ferai parce que c'est la Constitution qui me l'autorise. Si pour vous, appliquer strictement la loi est un crime, là j'accepterai d'aller dans la prison que vous allez me construire pour avoir appliqué les lois et règlements du pays. Vous dites que je n'ai pas parlé des colons à Kinshasa, mais j'ai parlé de l'insécurité dans la partie Est. J'ai fait état de ce qui se passe aussi dans les Hauts-Katanga. Le phénomène Mobondo aujourd'hui est aussi infiltré par des colons. Il y a une stratégie qui est mise en place que je ne saurais pas vous dire ici malheureusement. Mais si vous observez un peu avec plus de la hauteur et de neutralité,
vous verrez que dans certains coins, le phénomène Koulouna a diminué. Je ne dis pas que c'est fini, je dis que le phénomène a diminué. Le phénomène Koulouna est en train d'être combattu. Nous avons tout simplement choisi de ne pas utiliser les anciennes méthodes. Dans 2 mois, vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne les phénomènes de comètes. Pas plus qu'avant-hier, j'ai été à Makala. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sinon vous l'aurez publié dans votre émission. J'étais au plus fond de Makala où les populations avaient vidé des maisons. Avant ça, j'étais à Kisenso où les populations avaient abandonné leurs maisons. Vous pouvez faire un tour là-bas aujourd'hui, vous trouverez les populations qui ont regagné leurs maisons et la paix et la sécurité règnent. Le mal est énorme. Nous n'allons pas l'éradiquer en un seul jour. Nous travaillons petit à petit et je vous promets des résultats très bientôt. Monsieur Stani Boujakira Boujakera me demande pourquoi M. Katumbi était empêché de se rendre dans les Congo central. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence le gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé nuitamment pour réfléchir. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment ajourner de 2 jours, je pense que c'est ça, monsieur le gouverneur, la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, je me permets de vous le dire, c'est le rapport que je reçois du gouverneur, mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par mon service. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa pour faire la même chose. Vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations de grande ampleur commande beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers. Compte tenu du temps imparti, M. le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. C'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs d'ajourner de 2 jours seulement. Ils ont refusé. Le courrier du gouverneur, je pense qu'il l'a mis dans les réseaux sociaux.
Ça suffit. Pourquoi est-ce que vous refusez d'exploiter ça? Pourquoi ce que le pouvoir dit est ignoré superbement pour ne créditer que la thèse de l'opposition? Pourquoi? Nous savons que l'opposition en face de nous a beaucoup de moyens. Nous savions comment il y a des journalistes qui sont payés mensuellement. Par certains individus de l'opposition pour faire la sale besogne. Nous sommes au courant. Les gens touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que des informations d'une certaine opposition et transvertir tout ce que le gouvernement de la République dit. Malheureusement, le gouvernement n'a pas un budget pour corrompre des journalistes. C'est vraiment malheureux pour nous. Il fallait que nous en ayons aussi une ligne budgétaire pour commencer à corrompre des journalistes afin qu'ils disent de bien de nous. On a parlé des forces du progrès. Mes chers amis de la presse, je suis natif de l'île de Pesse. Quand je dis je suis natif de l'île de Pesse, c'est-à-dire que depuis mon jeune âge, je n'ai pas connu de parti politique. J'ai grandi au sein de l'île de Pesse. Je connais la mentalité des membres de l'île de Pesse. Le phénomène force du progrès aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'Étienne Tshisekedi avait béni. Tout le monde se constitue aujourd'hui en membre de force du progrès. Tous les chégués, tous les gens qui étaient membres du PPRD, qui étaient sur le boulevard du 30 juin, aujourd'hui, si vous passez, ils sont devenus force du progrès. Ce que j'ai dit est vérifiable. Ces gens-là sont parfois manipulés par des opposants. J'ai oublié de vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Que même certains de nos policiers ont été manipulés. Alors, lorsqu'on manipule des jeunes gens comme ça, ils commettent des exactions. Ceux qui arrachaient les téléphones des gens en ville à l'époque, aujourd'hui, ils sont revêtus de l'étiquette des forces du progrès. Mais ce que vous devez savoir, dès que l'IDPS est un parti organisé, l'IDPS a une direction politique, l'IDPS a ses structures. Lorsque la Ligue des jeunes de l'IDPS a voulu marcher, elle s'est adressée à l'autorité urbaine, elle a marché, elle a des responsables qui sont connus. Si des bandits s'organisent et empruntent le nom des forces du progrès pour commettre des exactions, ils vont nous trouver sur leur chemin. Les forces de la police, les forces de sécurité vont les neutraliser. Ça, vous pouvez être sûr. Je crois avoir répondu à cette série de 3 questions. S'il y en a 3 encore, on va s'arrêter là parce que je suis entendu, vous avez vu les gens m'essouffler. On m'attend pour défendre la loi ici à côté de moi. Merci. Alors, vous avez suivi, je vais expliquer votre intelligence. J'ai pu identifier
Moulova, Kate Joël Nanga, Paul Matteo, la radio Okapi. Paul Matteo. Merci beaucoup, monsieur le VPN. J'ai une petite question, peut-être qui peut s'étendre en 2-3 minutes. C'est Paul Matteo de Radio Okapi. Il y a bien longtemps, au sujet de Mobondo, le cardinal Frédéric Ambongo avait alerté l'opinion et même les autorités disant que si rien n'est fait, les Mobondo vont arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, on y est. Avez-vous attendu que le Mobondo nous arrive à Kinshasa en ce jour? Vous dites que les tireurs de ficelle se comptent dans les partis politiques. Dans les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale. Je voulais bien savoir, sont-ils de l'opposition ou de l'union? Vous étiez dans l'opposition et maintenant que vous êtes au pouvoir, je me rends compte qu'il n'y a pas de changement. L'opposition aujourd'hui se comporte comme l'opposition quand vous étiez dans l'opposition. Et la police aujourd'hui se comporte de la même manière que quand vous étiez dans l'opposition. Je voulais citer par vous suggérer. Des questions déjà. Est-ce que vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, libéraliser l'espace politique? C'est-à-dire, lorsque l'opposition veut marcher, vous demandez à la police d'accompagner l'opposition sans affrontement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Même si Paul m'avait dit l'affaire Mobondo, vous parlez des hommes politiques comme auteur, et ces derniers sièges au Parlement, j'ai bien noté, n'est-ce pas Excellent. La parole, c'est Joël Gadendanga, du journal Impact News. Excellence, je reviens sur la question de mes deux prédécesseurs. Nous sommes habitués, le président de l'Assemblée nationale, la dernière fois, quitter les groupes armés, s'adressant aux députés, sans les citer. Pourquoi nous avons cette phobie à garder les criminels dans le secret, alors que vous pouvez les identifier et que chacun fasse un arôme sur eux? Si je peux maintenant poser ma propre question, qu'est-ce qui a été déjà entrepris jusqu'ici pour faire ça au Congo? Parce que dans l'Équateur n'a été marqué que par l'armée. Et le phénomène comme il en s'appelle, s'il n'y avait pas eu l'armée, il se serait porté jusqu'ici à Kinshasa. Alors qu'est-ce qui est entrepris entre-temps pour faire face à ça? Parce que vous avez dit que certains politiciens recrutent même les Koulouna pour les intégrer dans ces phénomènes. Merci. Merci beaucoup. J'espère que c'est terminé. C'est terminé. Vite là. Excellence, avec votre autorisation, je peux prendre la Madame. S'agissant d'une dame, Votre identité, le média que vous représentez. Oui, d'abord. Moi, c'est Moïko, capitaine Kazali, Marco, la de la télévision. Mon tour dans la raison à Lingala. Marco Lang, la syndicaliste de tous les journalistes. Mon tour dans la raison à Lingala. Là, pour tout, là, aux autres, c'est la force de problème, bazaba ancien, il y a fait perdre, ancien, il y a boulevard. Mais au cas moment que soit Sondi, tout le monde dit qu'ils sont des awa. La ligne la moni peut avant, si je ne me trompe pas de temps, il va travailler dans le cabinet. Et ça, la réunion sacrée, autre merci beaucoup. Monsieur Paul
Paul Matengo. Voilà. Le phénomène Mokondo. Pourquoi avoir attendu qu'ils arrivent à Kinshasa? Et le cardinal l'avait prédit. Il l'avait prédit avec raison. Parce que ces conflits opposent principalement un peuple qui est entre Kinshasa, Bandundu et, je pense, Équateur, et également la République du Congo. Il s'agit des Téké contre les Yaka. Si j'avais beaucoup de temps, j'allais vous donner la genèse de ce conflit, mais brièvement, je vais vous dire qu'il s'agit d'un conflit d'abord de terre. Les Yaka et les Téké ont vécu pendant des années en symbiose, sans problème aucun entre eux. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont fondé des familles. Puis surgit des politiciens qui commencent à acheter des terres. Vous le savez que les Téké sont minoritaires et ils ont des étendues de terres inoccupées. Les Yaka sont nombreux. C'est un peuple dynamique, entrepreneur. Ils ont eu à se taper des étendues de terre sur les sols Téké, où ils font des champs, l'élevage, tout ça. Donc, ils vivent de leurs activités champêtres. Et en contrepartie, ils payent au Téké des redevances coutumières. Ça, c'est depuis des années. Mais quand une certaine race de politiciens est arrivée, cette race a pensé, après avoir pillé l'État, avec toute la richesse amassée, qu'ils pouvaient s'acheter des républiques. Ils sont allés voir les chefs Téké. Ils leur ont donné de l'argent. Les chefs ont cédé des milliers d'hectares à des individus, y compris là où les Yaka ont leurs champs. Je vous dis que ce peuple est éparpillé entre le Grand Bandundu et une partie de Kinshasa. C'était normal pour tout esprit d'ici de comprendre que ce conflit pouvait, en tout cas, devait arriver à Kinshasa. Et je vous informe que ce conflit pouvait s'étendre jusqu'à Brazzaville. Vous devez m'avoir vu dernièrement à Brazzaville, où j'ai été visiter la reine Téké, où on a dit que j'étais allé faire chercher des fétiches. J'étais allé visiter la reine Téké, la maman que vous avez vue en rouge. C'est elle, la mère des rois, Téké. J'étais allé au sujet du conflit que nous déplorons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Puisque les Téké sont... Vous savez que les Téké de Brazzaville, quand ils sont malades, ils vont se soigner à Kwamout. Ce sont des frères. Si les Téké de Kinshasa, de Bandundu est menacé, ceux de Brazzaville se sentent menacés. Et il y a toujours des altercations sur les fleuves. J'étais allé pour prendre langue avec les autorités brazzavilloises à ce sujet. Je n'étais pas allé faire des tourismes ni chercher des fétiches. Dans sa première approche, nous avons eu des informations qui
il s'agissait des gens venus d'ailleurs, qui voulaient infiltrer Kinshasa, tout ça, les journalistes ont écrit. Mais après l'enquête, nous avons trouvé qu'il s'agissait des peuples congolais qui se battent entre eux. Dès qu'il y a face à ça, quelle attitude il fallait prendre? Le gouvernement de la République a privilégié les dialogues. Nous sommes africains, nous sommes congolais. Nous avons des systèmes de palabres. Une commission comprenant des chefs coutumiers des communautaires a été mise en place pour essayer d'instaurer les dialogues afin de ramener la paix. C'est pendant ce temps que les politiciens s'activent à saboter la mission de paix, incitant les uns et les autres à boycotter la commission et à multiplier les tueries. Donc voilà la situation. En même temps, il y a certaines organisations des droits de l'homme, il y a certains journalistes qui ne cherchent que là où on coupe les têtes aux gens, pour enfin mettre ça sur la tête du gouvernement. Les journalistes congolais qui devaient jouer au nationalisme, puisqu'il s'agit de notre pays, de notre peuple, personne ne donne la bonne information. Personne. Personne ne cherche la bonne information. Vous vous contentez de ce que ceux qui viennent de loin racontent selon les intérêts de leur pays et vous relayez. Est-ce qu'avant IDPS au pouvoir égale à IDPS au pouvoir? J'ai dit non. Mon cher ami, Paul, vous ne pouvez pas dire ça. Lorsque l'IDPS était dans l'opposition, la police et l'armée tiraient à balles réelles. Avez-vous oublié la mort de Mukendi, de Kapangala, tué à bout portant? Avez-vous oublié les massacres de l'aéroport où on a tué sur les combattants de l'IDPS venus accueillir leur leader à bout portant? Pouvez-vous aujourd'hui me citer une seule manifestation sous le pouvoir de Félix Tshisekedi où notre police a tiré sur des manifestants à balles réelles? Ce que nous déplorons aujourd'hui, ce sont des bastonnades. Ce sont, bien que violents, c'est quand même des armes non létales. C'est quand même un changement qu'il faut souligner. Vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose, non? Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec ces violences administrées sur les manifestants, je l'ai dit. Mais dire que l'IDPS dans l'opposition égale à l'IDPS au pouvoir, c'est faux. Archi faux. Donc tout ça, puisque vous faites des analyses émotionnelles, vous ne prenez pas le temps d'examiner les choses dans sa globalité. Puisque vous avez entendu une chaîne internationale donner une opinion, allez, vous prenez ça, ça devient une vérité évangélique. Je l'ai dit, et sous forme de confession, l'IDPS ne confisquera jamais l'espace politique de notre pays.
sauf dans les têtes de ceux qui sont habitués à être confisqués, qui veulent être confisqués, mais l'IDPS ne va pas leur donner l'occasion de se faire confisquer. L'espace politique est libre, ouverte et il restera. Mon cher Pitou, je ne suis pas autorisé à citer les noms de ces politiciens. Vous avez cité le cas du président Bosso qui demandait aux gens de quitter les groupes armés avec le temps. Je pense que vous devez connaître quelques-uns des personnes auxquelles il faisait allusion. Aujourd'hui, ils sont en prison. Je pense que les explications que j'ai données à Paul peuvent rencontrer les préoccupations de Joël Cadet. Si j'ai bien retenu, je ne l'avais pas bien saisi. Il disait pourquoi ne pas faire face à ce phénomène Mobondo. C'est ça. Pourquoi ne pas engager l'armée? Voilà. J'ai expliqué, voilà pourquoi je disais qu'une partie de la réponse adressée à Paul pouvait répondre en partie à votre préoccupation aussi. L'armée aujourd'hui est mobilisée parce que nous avons considéré que l'étape de négociation est révolue. Ce que l'opinion doit savoir. Et que les politiciens de Kinshasa aujourd'hui recrutent parmi les Mobondo pour mener des actions de grande ampleur. Les Mobondo, ce sont des citoyens comme nous, mais ce sont des gens en qui on a mis des idées qu'ils sont invulnérables aux armes. Et certains politiciens se sont payés le luxe d'aller les recruter pour qu'ils participent à leurs manifestations. Madame de France 24 qui est ici, votre nom m'échappe, Aurélie. J'aimerais que vous puissiez passer chez France 24 les images sur les petits enfants que la police a maltraités. Non pas dans son lit où il est hospitalisé, mais lorsqu'il était sur les champs des opérations. Votre mari est congolais, il parle parfaitement lingala, qu'il vous interprète ce que la personne qui a filmé dit de cet enfant-là. Et quand j'ai vu cet enfant dans les lits, quand j'ai montré à ses parents les images, cet enfant-là était certainement drogué. À son âge-là de 12 ans. Il était sur le front face à la police. Et c'est lui qui a filmé dit Mwana Oyo, Mwana Mwaza Awa, Azalokola Sana Kindoki. Ça veut dire il y a un enfant qui est ici, c'est comme si c'était un sorcier. Lorsqu'on recrute un enfant de 12 ans, on les drogue, on l'envoie faire face à une police. Comprenez ce qu'on peut faire des adultes. Je vais vous dire que la situation sécuritaire, si nous étions un pays sérieux, composé de citoyens
pouvait accepter que ce genre de manifestations soient organisées. Mais parce que nous avons sur notre tête une communauté internationale qui doit chaque fois nous dicter la ligne à conduire pour la gestion de nos affaires internes, cette communauté internationale avec cette presse internationale qui distribue des points, nous sommes parfois obligés de tolérer certaines choses qui nous font mal pour ne pas être accusés, être transférés devant la Cour pénale internationale, pour ne pas être sanctionnés financièrement, pour ne pas être interdit de passer ici et là. Et cette attitude fragilise nos États. J'en appelle donc à la conscience nationale, à un sursaut patriotique, que nous soyons du pouvoir ou de l'opposition. La patrie est en danger parce qu'une partie de notre territoire est occupée par une armée étrangère. Il y a de ces opposants qui n'ont jamais dénoncé l'occupation de notre pays par les Rwandais. Ce sont ces opposants-là qui viennent aujourd'hui, relayant la politique génocidaire des Rwandais. Ils veulent répandre cela même dans la capitale. Puisqu'ils ont des moyens financiers, puisqu'ils savent se faire payer les médias internationaux, nous qui sommes au pays, nous subissons. Peuple congolais, dans le respect de nos convictions respectives, nos convictions politiques, religieuses, restons unis autour de la nation. Nous n'avons que ce pays, on n'en a pas deux. Nous pouvons discuter, nous pouvons nous chamailler sur les approches à prendre, mais nous n'avons pas le droit de semer des discordes entre nous. Nous n'avons pas le droit de faire la propagande du tribalisme. Nous n'avons pas le droit de faire l'apologie du séparatisme. Joseph Kasavubu est mort. Emery Patrice Lumumba est mort. Ils ont laissé ce pays uni, en dépit de tout ce qu'ils ont connu comme problème. Maréchal Mobutu l'a pris. Il l'a laissé uni. Mzee Laurent Kabila est mort parce qu'il voulait un Congo fort. Joseph Kabila, que nous avons tous décrié, a laissé ce pays dans ses frontières des années 60. Et ce n'est pas sous le mandat de Félix Tshisekedi que nous allons laisser ce pays se disloquer. Pour rien au monde, mais alors pour rien, nous ne laisserons personne diviser notre peuple. Nous ne laisserons personne diviser ce pays. Voilà, chers amis de la presse, les quelques mots que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Merci infiniment à l'autorité, au vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité à la coutumière, d'avoir accepté de répondre aux questions des journalistes. Merci à vous, chers ministères et confrères, d'avoir répondu correctement à nos invitations. Ministre le plus compétent.
Flo.